Qui en soit, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Kikichi Lawrence, Alain Djipo, Albert Anatole Aïssi et Alex Gustave Azebazé. Alex Gustave Azebazé, est-ce que vous comprenez ce qui se passe à Banganté actuellement? Quelle analyse vous faites? Naturellement, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne... Ah, ça vous surprend pas? Oui, ça ne... Vous êtes habitué à ce genre de Banganté? Voyez-vous, dans tous les contextes où la liberté de choix des citoyens, et en l'espèce, comment je le dis, le corps électoral restreint que représente les conseils municipaux n'est pas libre. Il y a, on ne peut pas, il faut être naïf pour être surpris de ce que... Quid de la discipline du parti, Alex? Voyez-vous, si je devais, peut-être les gens comme nous, on ne milite pas dans les partis précisément pour ces questions de discipline qui sont, d'un certain point de vue, une violation du principe de la liberté individuelle de chacun, de choisir en conscience, parce que la question de discipline de parti enrobe la corruption. Corruption mentale, corruption morale et corruption financière. C'est de la corruption qui s'agit. Et donc, vous ne pouvez pas être un défenseur de la démocratie, un défenseur des libertés, et considérer que c'est la discipline du parti qui est suprême. Mais on peut comprendre que dans des systèmes institués, que l'investiture de l'organisation, comment je vais dire, dont on a utilisé l'identité pour être élu, joue un rôle. Mais ça doit toujours se faire de manière démocratique. Qu'est-ce que j'entends par là? Le RDPC n'a aucun intérêt, en tout cas s'il le fait, n'a aucun intérêt à empêcher les conseils municipaux de se réunir et désigner librement celui qu'ils considèrent comme étant, parmi les, je crois que c'est un conseil municipal de 41, 41 conseillers, de 41 membres. Mais Alex Gustave, il paraît qu'ils étaient tous là. Quand on dit que sur un conseil municipal de 40 membres, qu'il y avait, il y avait 19 personnes, on ne peut quand même pas dire qu'il y avait que c'était suffisamment important pour structurer la légitimité du futur maire. Donc, c'était une élection par défaut, ou c'était pas une élection, c'était une... non, ce qui se passe avant, dans le cadre des concertations, c'est les procédures, j'allais dire, dans le cadre des primaires internes de ce parti-là, je suppose que ça fait partie de leur procédure. Si on a pu désigner un candidat ou un candidat prétendu unique pour l'élection qui était prévue aujourd'hui, si 19 conseillers, ou en tout cas moins de 21 conseillers, ont pu se réunir, d'ailleurs, le quorum selon la réglementation municipale, pour que le conseil puisse se tenir valablement, il faut que deux tiers des conseillers soient présents. Évidemment, je ne sais pas si cela se reproduit dans le cadre des réunions informelles qui précèdent le conseil. Mais ce quorum-là, il est prévu pour la session, pour la session censée élire le conseil. Et plein droit. Je ne sais pas si on appelle cette session de plein droit. Jusqu'à maintenant, les sessions de plein droit dans le droit municipal, c'est les sessions qui se tiennent, la première session, après pour constater, non seulement pour constater l'élection des conseillers municipaux, mais ensuite pour mettre en place le premier exécutif municipal. Les autres, c'est des sessions de conseil, ça on peut considérer comme étant une session extraordinaire, pas une session de plein droit. Ok. Albert Dantola ici, cette situation encore Banganté, voulait-on dire? Oui, écoutez, ça me rappelle ce que nous avons vécu ici à Douala. À Douala. Maroua et Yaoundé. Non, particulièrement à Douala. En tout cas, Yaoundé, ça s'est passé relativement assez bien. Ok. À Douala, c'était carrément bloqué. C'est-à-dire on a dû reporter l'élection le lendemain. Il a fallu que le comité central dépêche pratiquement une délégation de Yaoundé pour venir faire pression sur place.
Donc c'était un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était... Vous ne était... voulez pas dire que le secrétaire général Ouais, était là? C'est lui dont le nom était venu dans l'enveloppe, n'était pas représentatif justement de pouvoir porter la légitimité qui pouvait lui conférer l'élection en tant que maire de la ville. Donc c'est à peu près le même casting. Je pense que je voudrais intervenir à deux niveaux. D'abord, j'ai suivi un peu l'intervention du préfet qui appelle à la responsabilité, n'est-ce pas, des conseillers municipaux. Je pense qu'il est là en tant qu'autorité administrative juste pour assister. Parce qu'il n'a pas de droit au chapitre. Parce qu'il observe, les conseillers font leur affaire et il assiste tout simplement. Donc il est en train de... Non, là maintenant il est en train de prendre, il a déjà une opinion. Parce que le fait qu'il appelle les conseillers à la responsabilité, avec peu de responsabilité, ça veut dire qu'il y a une opinion. Oh, il n'est qu'un peut-être qu'il ne veut pas que ça traîne, il faut passer à autre chose. Même si ça ne se passe dans un an, il ne peut que assister. Il ne peut que constater. Il ne peut que constater, voilà. Donc, il est là pour assister. Mais Banganté a besoin du maire, d'un maire. Non, dans tous les cas, même si il y a quand même, même si on a il y a un intérimaire, il y a un intérimaire, bien évidemment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qui j'ai les affaires courantes. Mais je crois que j'ai quand même suivi dans le papier qu'il y a plusieurs candidats. Oui. Il y a au moins 3 ou 4 candidats. Donc je pense qu'il est important de voir 2 candidats, merci. Donc il est donc important que les 2 candidats puissent se concerter. Parce que dans cette affaire, comme l'indiquait tout à l'heure Gustave, ça vaut quelquefois un peu bas, hein, c'est-à-dire sur la table. Peut-être que les conseillers qui vont élire le futur maire n'ont pas encore été satisfaits de certaines exigences qui se passent souvent sur la table. Donc, il faut donc qu'ils mettent davantage de pression, ou alors les offres qui leur sont faites ne sont pas encore assez appropriées. Donc, il faut maintenir la pression. Donc, je crois qu'il faut attendre, il faut le laisser. Je crois que dans ce cas, le comité central ne va pas invoquer la discipline du parti. Il faut laisser la démocratie s'exprimer, laisser justement les conseillers choisir librement, n'est-ce pas, leur maire. Je crois que c'est ça l'expression de la démocratie. Surtout que dans ce cadre-ci, oui. Le premier adjoint qui, en principe, dans le droit des organisations, devrait assurer l'intérim et probablement être normalement celui qui doit être sûr. Parce qu'on ne met pas quelqu'un premier adjoint juste pour la forme. Il n'est pas candidat. C'est curieux que le premier adjoint ne soit pas candidat. Peut-être l'exemple du Tchad par la Banganté. C'est-à-dire quoi? Que le premier adjoint dit qu'il ne sent pas les forces pour mener sa bagarre. Peut-être. Bon. Je préfère ne pas me prononcer. Kikichi Lawrence. Bon, ça veut tout simplement dire qu'on a encore un long chemin. C'est bloqué à l'intérieur du RDPC. Bien sûr, on en a vu. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Là, on a même dépassé le délai légal de l'élection. On a fait 3 jours au lieu de 2 jours qui étaient prévus et tout. Bon, ça entache un peu notre processus de décentralisation. Quel est le rôle du ministère de la décentralisation dans cette affaire? C'est eux qu'on devrait voir. Mais on a encore mis, bon, c'est quand on avait, oui, quand on avait créé, je crois, c'était Onel 2, oui. On a trouvé les moyens de revenir dire non, on ne peut pas laisser le MINAT de côté comme ça. Ils seront là pour la logistique et l'encadrement. Donc on les a finalement ramenés dans le processus. Non, je crois que la question va plus loin que Banganté. Ça va plus loin que Banganté. Est-ce qu'on est déjà au niveau où on peut laisser les gens s'exprimer librement, faire le choix, faire leur choix, avec toute la responsabilité que cela comporte. Parce que au finish, le maire même qui va sortir de Banganté ne pourra pas bien travailler pour les populations. Il aura toujours derrière sa tête ce ou bien celui ou bien celle, parce que bon, il y en a beaucoup, hein, il y a celle où il y a ce et il y a celui. On va y arriver. Il y a celle, il y a celui, et puis il y a ceux qui sont derrière tel et tel. Donc je crois que ce n'est pas seulement Banganté. On vient de finir, non, l'autre là, on a fait, c'était les chefs traditionnels. Oui. Ça a été réglé. Là, ça a été réglé. Donc, c'est pour dire que notre chemin vers la décentralisation, c'est encore rude. Alain Djipou, une autre lecture. Il parle de celui, celle. Celui, celle, c'est quoi, Banganté? Non, je ne veux pas rentrer dans la phraséologie de oui. Qu'est-ce qui se passe dans Banganté, selon vous, Alain Djipou? Je pense que la fronde qui vient de la base doit parler au sommet du parti. Oui. Parce que... c'est pas le premier cas, hein? Justement. Je crois qu'à un moment donné,
ceux qui veulent qu'on vienne huiler les réseaux à Yaoundé doivent comprendre que la base en a marre. C'est de ça qu'il est question. Que ce soit une élection du maire ou bien les investitures pour des postes, pour divers postes politiques, il faut que Yaoundé décide de tout. Des élections locales, c'est les populations qui savent, qui sont à même, quelles sont les personnes les mieux à même de défendre leurs intérêts. Mais il se trouve simplement que, parce qu'on a des tentacules au niveau du sommet du parti, on va entretenir, si ce n'est soudoyer, le sommet du parti pour qu'on en sorte avec une investiture de ce côté, au détriment même des choix de ceux qui sont les vrais militants de la base. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut que... Bon, moi je ne suis pas du RDPC, je n'ai pas à m'immiscer dans la gestion interne de ce parti, mais j'observe que la formule des investitures au sein du RDPC ne résout pas, enfin, crée beaucoup de problèmes que ça ne résout. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que le sommet de ce parti-là laisse le champ libre à la vraie compétition au niveau de la base. Il ne faut pas venir sortir du chapeau un nom ou bien des noms pour dire que c'est ce que le comité central a décidé. Sur la base de quoi? Mais sur la base des tripatouillages, sur la base du copinage, sur la base de puissance de l'argent. Et c'est pour cela que même son leader, son champion, dénonce toujours l'heure du Congrès l'état-major qui semble être ce parti politique-là. Il y a des pratiques qui ne font pas œuvre utile à cette formation politique. Le genre investiture, par exemple, c'est un choix qui est difficile à défendre dans un environnement qui se démocratise, où les gens veulent se sentir responsables, entièrement responsables de leur choix. Vous n'allez pas venir leur imposer des personnes pour conduire, n'est-ce pas, les exécutifs municipaux. Donc, pour moi, c'est un recul à la démocratie. Voilà, on s'achemine inexorablement vers la fin. Je vais laisser à chacun maximum 2 minutes pour la thématique principale. Je commence par Alex Gustave. Vas-y. Je pensais qu'on faisait le débrief, mais bon, si on faisait le débrief... on a fini avec le débrief. Oui, j'aurais quand même remarqué que c'est regrettable ce qui est en train de se passer en Afrique, relativement à la Covid. Relativement à la Covid. Allez-y. Et il me semble qu'on peut... On peut toujours s'être vanté, comme on s'est vanté, qu'il n'y ait pas eu beaucoup de morts en Afrique lors de la première vague du Covid. Ce n'était pas parce que nous avions un dispositif particulier pour combattre. Hein. Et il me semble que c'était davantage parce que nous avions peut-être une relation compliquée avec les données vérifiées ou les données... Ce qui est en train de se passer dans ces pays où les gens, du fait de construction complotiste ou conspirationniste, s'oppose à toute démarche rationnelle ou scientifique, va avoir un impact terriblement néfaste sur sur la santé publique des Africains, en tout cas sur la santé des Africains. On a parlé de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous que Madagascar, dont on parle là, avait dit il y a je crois, un an, qu'ils avaient leur vaccin qui était une potion magique. Et, non, pas le vaccin, leur traitement qui était une potion magique. On voit le reflux aujourd'hui. Si j'avais un message à passer, ce qu'il faut que nous fassions plus confiance à la science qu'à nos croyances. Les croyances n'ont jamais relevé les personnes les personnes quand il s'agit des questions de voilà ce qui m'a marqué dans votre journal. Ok. Oui, Laurence. Je vais rester dans notre là où on était, oui, avant de rejoindre les autres. Non, pour dire qu'il est temps, parce que nous en avons besoin, je veux dire, du journalisme patriotique. On en a besoin. Ça n'existe peut-être pas dans des chartes, comme on a dit, c'est vrai, mais quand je dis ça, c'est pour insister que le journaliste au Cameroun vit les réalités sécuritaires et autres, et ne peut pas se permettre de mettre du désordre dans la même enceinte.
où il vit en tant que personne d'abord. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Je ne veux pas dire qu'il faut aller chanter pour tel ou tel nom. Je veux dire être conscient du fait que nous sommes dans un pays et que l'insécurité créée pour d'autres peuvent aussi nous concerner. Je crois que c'est à cela que je m'en tiens. Albert Anatole. Je vais aborder, je vais revenir d'abord sur la thématique principale avant Oui, c'est pourquoi j'ai demandé ce dernier tour. Ouais, rapidement. Écoutez, je pense qu'il faut qu'on évite dans la presse des débats périphériques. Parce que la presse camerounaise, d'une manière générale, et les journalistes camerounais ont des vrais problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes ont la peine à joindre debout, les vrais journalistes. Pourquoi? Parce que le contexte dans lequel ils exercent le métier est très difficile, en tout point de vue. Donc, je pense que les clivages que le gouvernement crée à travers ce qu'ils appellent la communication privée, c'est un problème. Il faut, à mon sens, que le gouvernement camerounais mette à la disposition de la presse privée, parce qu'il s'agit d'une presse qui a une mission de service public comme indiqué tantôt, même si que la presse à capitaux publics, des subventions, une subvention assez conséquente. Et permettre, parce qu'il y a aussi un problème même au sein de la corporation, c'est-à-dire qu'il y a également des clivages, c'est-à-dire qu'après les clivages nés des médias à capitaux publics et capitaux privés, vous avez maintenant l'intérêt même de la presse privée des clivages. Et ça également, ça pose un problème. Et je pense également que la structure que vous avez tournée cité, qui a la responsabilité de de la régulation, ne doit pas seulement exceller dans la répression. Il faut que cette structure s'investisse dans la formation des journalistes. Parce que j'ai le sentiment qu'ils s'investissent davantage dans la répression que dans la formation. Non, ça ressemble à une sorte de piège. Maintenant, pour aller rapidement à l'international au Tchad, je pense qu'il faut que les observateurs laissent les Africains gérer leurs problèmes, parce qu'ils n'acceptent pas qu'il y ait de l'ingérence dans leurs problèmes, l'ingérence étrangère dans leurs problèmes internes, dans leur cuisine interne, quel que soit l'amour entre guillemets qu'ils peuvent avoir pour l'Afrique, pour les Africains. Nous leur concédons cela, mais il faut que ils laissent les Africains gérer leurs affaires. Okay. Alain Dupou? Non, je voudrais insister sur le point que j'ai développé ici tout à l'heure pour dire qu'en réalité, il n'y a pas d'unité de mesure de patriotisme. Oui. Et cette affaire ne doit pas être l'apanage des journalistes. Il y a plusieurs corps sociaux. Il y a plusieurs corps sociaux professionnels. Pourquoi on ne demande pas aux médecins d'être des patriotes? Pourquoi on ne demande pas aux hommes de l'armée d'être des patriotes? On voit seulement les journalistes, on dit, vous soyez des patriotes. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont manipulables à soi. Donc derrière cette affaire, je dénonce une manipulation. Et donc, pour se parer contre toute tentative de manipulation, il faut rester professionnel. C'est-à-dire respecter les règles de l'art, c'est tout. Maintenant, puisque les pouvoirs publics nous tiennent, parce qu'ils se sont arrangés à créer un environnement économique des plus difficiles, des plus austères, pour nous appauvrir, pour nous clochardiser, pour nous vassaliser. Ça fait donc que le journaliste est pratiquement une proie facile à la solde des puissances de l'argent, à la solde des puissances publiques, etc. Et c'est ça donc l'enjeu, le problème de fond. Il faut donc qu'on viabilise le cadre au sein duquel les médias évoluent pour permettre à ce que l'indépendance de la presse ne soit pas une vue de l'esprit, mais quelque chose qui est bien ancré dans les mœurs publiques. Voilà, merci. Je dois quand même dire, pour peut-être sortir de c'est notre journée, je pense que c'était un point publicitaire, mais il faut prendre acte des efforts que la principale organisation syndicale des journalistes fait. On va voir relativement à un volet qui est important, la prise en charge de la santé des journalistes. Parce que moi, j'ai assisté au meurtrier, au cas de nombre de confrères qui, malades, n'étaient même pas capables de commencer les premiers soins, c'est-à-dire les soins de base. Si la convention que l'exécutif du SNJC et l'entreprise Orange ont signé aujourd'hui entre
effectivement en vigueur, je pense que ce serait une action qu'il faut amplifier pour qu'elle devienne structurante. Parce que une convention qui rentre en jeu, il y a toujours des possibilités de la remettre en cause dans le cadre. Or, les journalistes ont besoin de sécurité sociale, pas seulement qui est un volet de la qualité des conditions d'exercice de tout professionnel dans le domaine. Moi j'ai milité davantage pour la convention collective des journalistes, parce que là, ça règle cette question. Mais elle existe, la convention, mais il faut, pour appliquer une convention collective, il faut qu'il y ait un environnement économique des médias qui... Voilà, on ne peut pas sortir sans, hein, c'est notre journée, au moins 8 journalistes enlevés cette année par les séparatistes par rapport au conflit nord-ouest et sud-ouest. Au moins 8 qui ont été enlevés. Bah, c'est totalement regrettable et il n'y a pas de mots pour exprimer notre poids facile pour les journalistes. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre désapprobation par rapport à comment je vais dire, les journalistes ne sont pas des partis ou des adversaires de quelques partis, que ce soit dans un conflit politique. Le rôle des journalistes, c'est de couvrir les conflits. Qu'il s'agisse des forces gouvernementales ou des forces séparatistes, ou des acteurs gouvernementaux ou des acteurs séparatistes. C'est un conflit politique. Le rôle, je dis, j'insiste, le rôle des journalistes, c'est de donner l'information. Que ça plaise aux partis en conflit ou non, on n'a pas à nous demander de prendre parti. Okay. En rendant compte de manière responsable, les journalistes font ce qui est leur impérium professionnel. Albert Anatola ici, rapidement. Oui, il n'y a pas eu que des enlèvements. Nous avons eu un confesseur qui a été carrément assassiné de ce côté-là. Donc je pense que c'est autant nous devons tirer, peut-être entre guillemets, sur le gouvernement, autant il faut tirer sur des gens qui justement persécutent en l'air. Vous voyez des journalistes qui soutiennent comment je vais dire, les séparatistes violents. Tout à fait. Parce que le séparatisme, c'est une idéologie. Tout à fait. On ne peut pas considérer que dans un contexte sociopolitique donné, s'il y a des Camerounais ou bien des citoyens qui disent « je veux le fédéralisme », on ne va pas dire qu'ils sont des criminels parce qu'ils ont dit qu'ils veulent le fédéralisme. J'étais en train de dire que je voulais poser un problème assez sérieux. Le journaliste a besoin d'avoir une opinion politique, mais il ne doit pas l'exprimer dans les exercices de son métier. Parce que très souvent, on a vu glisser de mettre en avant ses opinions politiques sur un papier. Donc c'est important. Donc, je pense qu'il faut... Tout à l'heure, je crois que c'est Gustave qui l'a indiqué, le journaliste est le médiateur entre les différents partis. Il a le devoir de rendre compte, quel que soit le prix à payer. Alain Dupou. Non, c'est tout simplement déplorable que la vie des journalistes soit tentée par des gens qui veulent asseoir une liberté en empêchant l'exercice de liberté aux autres. Donc pour moi c'est surréaliste, quoi. Il ne faut pas vraiment qu'on en arrive à ce genre d'extrémité dans un pays normalement constitué comme le Cameroun, où il y a des lois, où il y a des règles, il y a des bonnes pratiques qui existent. Donc si on doit déplacer des revendications politiques sur le terrain de la jungle, où tous les coups, fussent-ils bas, soient permis, je dis, il y a un cap à ne pas franchir. Donc je pense que il n'y a pas de guerre propre, il n'y a pas de revendication illégitime non plus, mais je pense qu'il faut qu'on évite les extrémités. Ok. Merci. Kiki, 30 secondes. Oui, c'est juste pour dire que cette crise a pris une autre tournure. Hein. Ce n'est plus vraiment clair comme avant. Ce n'est plus ce qui était prévu par ceux qui ont commencé. C'était prévu? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui était prévu? Quand on a commencé, il y a eu des marches de protestation et tout. Oui, oui. Donc les gens ont vu effectivement comment ça commençait. Maintenant, il y a des bandits, il y a tout le monde dedans. C'est même parfois quand on arrive là-bas en brousse qu'on demande, mais tu fais quoi dans la vie? C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas prendre un journaliste, ils viennent d'abord prendre une victime. Et un otage. Oui, et puis on va demander, tu fais même quoi? Voilà. Et puis le gars dit, je fais telle chose, Bon, appelle ce numéro pour qu'on nous donne l'argent. Voilà. Okay, tu vois, donc, à un moment, c'est comme ça. Merci Laurence, merci Alex Gustave. Voilà. Merci Alain Dupou. C'était un plaisir. Albert Anatola ici, merci également. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Banganté.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Nous le disons parce que nous aimons notre pays. Je n'ai pas eu la chance d'être là en 72 pour voir la CAN. Qu'est-ce que le président Biya a fait à cette